En mode s'habiller comme une secrétaire sexy et tout. C'est trop stylé cette esthétique. Bah j'ai envie de voir justement. Après moi ça va me faire rire parce que j'ai une amie qui est très très sensible à ce genre d'esthétique. Ça fait rigoler. Du coup je vais me moquer. C'est nice, c'est détente ça. Oui. Allez. Comme ça on finit. Lunettes rectangulaires, cheveux plaqués et talons aiguilles. Si vous passez du temps sur TikTok ou sur les Ah oui c'est vraiment c'est la secrétaire quoi. C'est réels d'Instagram, il y a Après, moi j'aime bien les collants comme ça là. Les trucs un peu. Ça monte pas jusqu'au niveau des bas, mais ça arrive ici. Moi j'en mets, hein, j'aime bien. peu de chances pour que vous ayez Imaginaire de connasse. Bah oui, mais justement, c'est valorisant d'être une connasse qui s'assume. Merci Débaqué. manqué la trend Office Siren. Lancée sur les réseaux par des clichés de Bella Hadid et des archives datant des années 90-2000, la Gen Z s'empare de cette silhouette à la fois professionnelle et séductrice, studieuse et dernier cri. Salut, je suis Tentacule et ici on décortique l'histoire de la mode alternative et Oui, moi aussi, je savais pas que c'était une esthétique concrète. Pour moi, c'était juste un délire un peu genre sur les vieilles trends un peu sexy de la secrétaire et tout. dernier cri. Salut, je suis Tentacule et ici on Tu penses quoi de Tanaland? Je sais pas du tout c'est qui. décortique l'histoire de la mode alternative et des contre-cultures. On m'a beaucoup demandé cette vidéo et au début j'avoue j'étais pas chaud brûlante pour la faire parce que les micro-trends, les modes dites rapides sont pas toujours intéressantes pour moi et surtout elles sont rarement contre-culturelles. Mais j'ai fait l'effort de m'y intéresser et je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de matière à penser. Si l'Office Siren c'est pas hyper palpitant en soi, en revanche ça représente un paradigme social de la mode et ça mérite qu'on s'y penche. Je vous explique tout ça dans un instant, mais d'abord l'Office Siren, à quoi est-ce que ça ressemble ? Je m'identifie beaucoup à cette esthétique. Ah! C'est facile de s'identifier à cette esthétique en fait. Parce que y a pas non plus trop de recherche à faire sur les couleurs, sur les formes et tout. Globalement, dans n'importe quelle boutique de prêt-à-porter, tu peux trouver des éléments pour constituer une tenue, un outfit un peu dans cette esthétique-là. Alors que c'est beaucoup plus difficile pour des trucs un peu beaucoup plus niche quoi. Donc la trend est passée, ça a duré genre un mois. Ah ouais, c'est déjà passé. Ah oui, ok. Non mais moi je suis pas au courant des micro-trends et tout comme ça là. On dirait exactement le physique de Michael Gray's Weekend. Bah oui. On peut disséquer le nom de cette esthétique en deux termes, Office et Siren. Mais c'est pour ça moi aussi je m'y reconnais. J'ai plein de. En fait j'ai plusieurs jupes ou chemisiers qui font que je peux avoir cette trend facilement. Hein. Office fait référence au travail de bureau et représente le cadre d'exécution de l'esthétique, c'est-à-dire qu'on va le porter au travail, dans le milieu professionnel. Oui. Pour ce qui est du mot siren, il n'y a pas d'explication claire à ce propos. On peut le traduire directement par sirène en français. Genre en mode une sirène, genre en mode c'est un peu... C'est la femme sexy au bureau qui attire tous les regards. Ça. Merci Paf pour le raid. Merci beaucoup, ça va ou quoi Paf? Merci WM Commise. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a rempli la grille et que du coup vous avez fait un stream là-dessus? Et d'ailleurs ton stream il m'intéressait là. C'est en vrai le flop de Megalopolis. Et moi j'ai vu la bande-annonce. Bon, ça avait l'air un peu sexy, mais en même temps ça avait l'air trop grandiloquent et on comprenait pas le scénar. Et genre c'est très très poudre aux yeux quoi. Et du coup j'ai envie de voir ce que t'en dis. Megalopolis, pire film que j'ai vu en 5 ans. Ah ouais. Ah oui, à ce point-là. Genre c'est creux, y a rien. Et je vais au ciné une fois par semaine. Ah bon? Ah oui. Ça donne pas envie, hein. Limite le film sur Trump. Moi, le film sur Trump, je vais aller le voir, hein. Pourquoi pire film? Bah oui, je suis curieuse. Ça a l'air très fake deep. Genre ça a l'air d'être le truc le plus fake deep qu'on ait vu depuis longtemps, quoi. Ça a l'air surtout d'être ça, quoi. Français, mais il y a quand même une petite nuance. En effet, Siren ne fait pas référence aux créatures mi-femme, mi-poisson, mais fait référence aux créatures de la mythologie grecque, qui sont mi-femme, mi ou oiseau. Mais par abus de langage, ok, les harpies. Cette esthétique semble plutôt concerner les sirènes à queue de poisson. Pour l'utilisation du terme siren, j'ai deux hypothèses et les deux peuvent fonctionner ensemble. La première, c'est que la sirène ferait référence à la silhouette Oui, c'est ça, mais non, mais je suis au courant, DL Rofo, que la sirène est une créature mythique à la beauté mortelle, oui. typique, avec des jupes qui se portent près du corps et qui se referment juste au-dessus des genoux. La seconde réside en la qualité de Hit Girl Emilia Perez, c'était bien, ouais. de l'Office. Hit Girl, personnalité féminine très médiatisée qui a le truc hit qui la rendrait spéciale.
Ouais, elle a du bagou, quoi, elle a du charisme. Siren. C'est-à-dire Le film sur Trump, juste pour retrouver l'acteur Kendall de Roy, conne de Succession, j'avoue être tenté. Oui, moi aussi. Voir sa petite gueule de chiot dépressif, là, c'est bien. juste au-dessus des genoux. Et vous trouvez pas, justement, l'acteur de Kendall, vous trouvez pas que... Moi, en fait, c'est ça qui me perturbait pendant la série. C'est que des fois, j'avais l'impression que c'était Manuel Valls. Vous voyez un peu le chemin mental? Genre, Manuel Valls aussi, c'est typiquement ce personnage, toujours dans l'échec, toujours dépressif. Et moi, j'ai trop l'impression de voir un peu MDR. Oui, j'avais l'impression que c'était Valls. Il est plus beau que Valls, oui. Mais il a un physique Valls. Un physique un peu sec, genre c'est un peu bébête. Manuel Valls, c'est un prolo. Sûr de ce que t'avances là? La seconde réside en la qualité de hit girl de l'Office Siren. C'est-à-dire que l'Office Siren est une femme mystérieuse, presque mystique, qui détonne complètement de son environnement, à la manière de la créature surnaturelle qu'est la sirène. Après, pas tant que ça, elle a les outfits de bureau, quoi. Certains d'ailleurs le prennent très au pied de la lettre. Ah, il y a des Siren Boy. Oh, du coup, je suis enjoué. En vrai, surnaturelle qu'est la sirène. En vrai, certains d'ailleurs le prennent s'il y a un côté un peu queer où ils ont développé le truc pour les garçons en mode les Siren Boy, moi je suis trop curieuse de voir c'est quoi les flots de Siren Boy. Rompiche, les biopics, un peu, j'ai toujours l'impression de lire une page wiki, c'est rarement bon en tant que film. Oui, mais c'est sur Trump. Et du coup, c'est bizarre. J'ai envie de voir comment ils ont traité le truc. Très au pied de la lettre. Avec l'Office Siren, on se retrouve directement plongé dans l'univers de l'entreprise et du vêtement dit corporate. On se retrouve avec des couleurs sobres et discrètes. On porte principalement du noir, du blanc, et parfois pour mettre un peu de peps, on met du gris. Les vêtements sont portés près du corps. Du gris, hein. Quel peps, hein. Et ils sont structurés au niveau des épaules et de la taille. On porte en plus, même dans les bureaux, les gens, ils aiment bien mettre des couleurs maintenant. Des chemises ou des cols roulés, des jupes courtes en tube, des jupes de tailleur un peu plus longues, ou bien des c'est joli ça, j'aime bien. Pantalons taillés. En bas, on retrouve toujours des non mais ça, je suis désolé là. Des jupes de tailleur un peu plus longues, ou bien des pantalons. Ça, c'est pas un flow de office workeuse là. C'est c'est ta pote à la fac qui a noté les cours pour toi parce que t'étais en retard là. Taillés. En bas, on retrouve toujours des chaussettes hautes ou des collants transparents qui sont accompagnés de chaussures à talons aiguilles et de pointes effilées, que ce soit des escarpins, des ballerines. Après, les paires de chaussures, pas les ballerines, mais les paires de chaussures avant, j'ai trop envie d'en avoir des comme ça, elles sont trop jolies. Ou des espèces de talons hyper plats là. Déjà, ça met en valeur le pied, puis en plus, c'est facile à porter, tu peux les porter longtemps. Bottes. Mais le plus important, ce ne sont pas tant les vêtements qui sont assez sobres et minimalistes, tout le chic réside dans l'allure et les accessoires. La journaliste Vogue Asia Bioville conseillait des gros bijoux, et en particulier ceux de la marque Elsa Peretti, qui ont des formes élégantes et aussi imposantes que leur prix. Pour les sacs, on privilégie... Combien Elsa Peretti, qui ont des formes élégantes et aussi imposantes que leur prix. 2200 des Office Siren, elles ont des sous, hein. Pour les sacs, on privilégie les sacs à main, qu'ils soient mini ou corpulents. Pour les cheveux, merci Badoul, merci beaucoup pour le Prime. Deux possibilités. Soit ils sont détachés, lissés et plaqués, soit ils sont structurés avec un chignon ou une pince. Mais l'accessoire phare de l'Office Siren, son indispensable, ce sont les lunettes. Et pas n'importe lesquelles. Sur TikTok, les lunettes de Michel Onfray, quoi. On les appelle les lunettes Bayonetta. Les lunettes Michel Onfray, je vais les appeler comme ça, bon. En référence au personnage du jeu vidéo éponyme. Et évidemment, ce n'est pas le nom d'origine de ce type de monture, mais c'est plutôt stylé, et je vous propose qu'on s'accorde collectivement et consciemment à les appeler comme ça maintenant. Ce sont des lunettes à monture. Non, on les appellera Michel Onfray. Fine, avec une forme... Après, là, c'est pas Michel Onfray, mais oui. Horizontale et serrée autour des yeux. On peut la retrouver dans une forme ovale, rectangulaire, et parfois aussi avec le modèle Broline, c'est-à-dire que la monture s'épaissit pour suivre la ligne des sourcils. On se retrouve avec une esthétique vestimentaire codifiée. C'est Krone. Oui. Mais qui se décline selon les circonstances. Après, Krone, elle est plus gothique que Office Siren. Mais il y a de ça.
certains, ce sera un habit de travail sérieux. Et pour d'autres, ce sera plutôt un style vestimentaire sexy, à la mode, très hit girl. Il est important d'avoir ces deux déclinaisons en tête. Comme influence de l'office Siren, on retrouve régulièrement des personnages de fiction. Pour ceux qui ont vu le film Le diable s'habille en Prada, vous vous rappelez sûrement d'elle et d'elle, mais peut-être pas de celle-ci. Elle, c'est Serena. Par contre, je suis désolé, c'est une esthétique qui existe au moins depuis Matrix. Oui, elle a été réactualisée. Mais après, avec des spécificités plus propres à notre époque. Je vais essayer de dire lesquelles en vrai. Une collègue du personnage. Moi, je trouve par exemple, à l'époque, c'était beaucoup collant ou bas. Et là, il y a l'arrivée un peu des comment on appelle ça, on remet un peu en fait, on vient coupler une esthétique un peu années 50-60 qui est celle des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, là. Et tu greffes ça à l'esthétique, enfin, c'est très léger, mais tu greffes ça à l'esthétique. Principale. Elle est interprétée par le mannequin Gisèle Bündchen, et 20 ans après la sortie du film, c'est enfin son heure de gloire. Elle se retrouve être l'icône. Un remake des secrétaires mais en patronne. Bah oui, c'est un peu ça aussi la réactualisation, c'est que maintenant les secrétaires, c'est plus les secrétaires, c'est potentiellement elles dirigent la boîte quoi. De l'office Siren sur TikTok. On peut aussi citer Lucy Liu du film Charlie's Angel. Incroyable. Cillian Murphy dans le film Scarecrow, ou bien encore la M&M's marron. Alors là, je m'y attendais pas. Putain, c'est vrai, la M&M's marron, mais qui se rappelle d'elle, quoi. C'est pas moi, hein, c'est TikTok. Quand on observe des micro-esthétiques, c'est souvent inspiré de médias, d'univers fictifs et ultra esthétisés. Mais pour une fois, je ne pense pas que ce qui a contribué à l'émergence de cette esthétique vienne d'un film ou d'un média. À mon sens, il vaut mieux se pencher du côté des maisons de couture. Ok, donc là on va voir un peu les créations originales. Qu'est-ce qu'elles auront d'original, en vrai? Je suis curieuse. Dans un TikTok où Asia Bioville décrit l'esthétique Office Siren, elle évoque les créateurs de mode et les défilés des années 90. Elle l'associe notamment à Dolce & Gabbana, Ralph Lauren ou encore Calvin Klein. Mais qu'en est-il vraiment? Du côté de Calvin Klein, ça commence en 1995, avec des vêtements très minimalistes, C'est vrai que Calvin Klein, c'est un peu le mood. proches du corps, ce qu'on appelle aujourd'hui... J'ai une chemise Calvin Klein. Vous l'avez vu souvent en stream. Et non, pardon, c'est Ralph Lauren. Que j'ai eu en... Mais c'est vrai que c'est vraiment la chemise Office Girl, quoi. C'est celle qui est grise et argentée un peu. Corporate. Le créateur décrit sa collection comme un changement drastique. Il explique: ce n'est plus à propos de faire des superpositions ou des mélanges et assortiments, c'est à propos d'un costume ou d'une robe. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais il faudra que ce soit taillé parfaitement pour mettre en valeur le corps. Pour cette collection, il s'inspire du vêtement de bureau féminin des années 60, qu'on peut retrouver dans la garde-robe de Jacqueline Kennedy par exemple. Comme quoi, la mode est un cycle... Moi je trouve que... qu'on peut retrouver dans la garde-robe de Jacqueline... Moi je trouve que ces outfits-là en particulier, c'est impossible quasiment à... Genre en fait c'est tellement bourgeois que ça t'auras du mal à le réactualiser. Alors que le Office Siren, il y a quand même ce truc où c'est la secrétaire, elle est pas en haut de l'échelon. Enfin, mais ça là, c'est trop grand-mère, quoi. C'est trop... Il y a que des grand-mères qui mettent ça. Faut le souiller. Oui, voilà, faut trouver une manière de le rendre trashy, quoi. Trop tape à l'œil. Tu trouves ça tape à l'œil? Moi, justement, je trouve que ça écrase toutes les formes. Et j'aime pas, moi, j'aime vraiment pas. Moi, même les vestes de costard et tout, j'aime pas, hein. Ambiance Chanel, ouais. Kennedy par exemple. Comme quoi, la mode est un cycle sans fin. Dans la collection de Calvin Klein, les couleurs sont blanches, noires ou grises, les robes descendent serrer les genoux, forçant une démarche Après, la petite robe noire comme ça, c'est toujours très stylé. distinguée. Et les costumes féminins sont sobres Mais tout ça, moi, je trouve ça moche, hein. Les suites comme ça, j'aime pas. et élégants. On retrouve aussi le mannequin Kate Moss, qui revient régulièrement dans les inspirations Office Siren. Par la suite, Calvin Klein continue dans cette lancée. Il ajoute le col roulé au vestiaire en 97. Ah, le col roulé. Tandis qu'en 98 et 99, il expérimente de nouvelles matières satinées, de nouvelles structures et des jeux de plis dans Ça, c'est beau. le tissu. Oui. Du côté de Ralph Lauren, on retrouve des formes similaires de costumes, mais avec des couleurs plus prononcées et des matières diversifiées, comme le simili-cuir, la soie et les tissus satinés. Bon, le problème du simili-cuir, c'est que c'est cheap, hein. Le problème, c'est que quand t'essayes de vendre ça à des gens dans la mode qui sont prêts à mettre un billet, généralement, simili-cuir, ça passe pas. Faut des trucs un peu plus... Bref. En 1990, Ouais, quoi, le simili-cuir, c'est le cheap, quoi. C'est
c'est la robe un peu moulante, mais elle va coûter 5 balles, quoi. Et tu sais que ça sera bizarre, quoi. Le truc, une fois qu'il y a un lavage, en un lavage, c'est impossible à repasser. Le truc aura toujours des plis dégueulasses. Bon. Voilà. Hein. Après, si vous voulez vraiment une des matières qui fonctionne bien, prenez du latex à vos risques et périls. Non, mais c'est ça. En fait, les robes simili-cuir, c'est les gens qui osent pas mettre du latex, mais ils aimeraient bien. Et s'ils en mettent, ils ont peur que, bon. 18, il se rapproche de couleurs gris clair et grège, une couleur à l'origine spécifique au vestiaire masculin italien. On y retrouve... Oh, la classe. Mon rêve, voir Raz habillé comme ça. Il arrive au bureau, je l'appelle patron toute la journée, officiellement. Trop stylé, hein. On trouve aussi les jupes serrées Après, il aimerait pas la cravate, je pense. Au-dessus des genoux, créant la silhouette de sirène. Ils ne sont pas les seuls à proposer ce genre de vêtements. À vrai dire, c'est le cas de la majorité du prêt-à-porter de l'époque. C'est de cette manière que l'uniforme de bureau typique des années 90-2000 a émergé. Ces dernières années, le vêtement au bureau a connu un peu plus de flexibilité. L'habit peut désormais se composer de jeans, de baskets... Ah mais là, j'ai l'impression d'avoir un catalogue la redoute de merde. Hein. De vêtements globalement décontractés. Maintenant, oui, putain, c'est vrai que maintenant... En fait, ça y est, hein, les employés de bureau, ils ont troqué leurs petites chaussures cirées pour porter les mêmes putains de Vans blanches, là. Les Vega, là. Tractés, même s'ils restent très contrôlés et codifiés. Mais c'est pas tout à fait le cas partout. Ça dépend... Là, j'aime bien ça. Justement, c'est beaucoup plus... C'est moins actuel, mais du coup, c'est plus chic. Des pays et des sphères sociales. En tout cas, du côté des créateurs, la tendance ces dernières années n'a pas été en... Ça, j'aime pas. Ah, j'aime bien ça. La faveur de vêtements très taillés. Certains associent l'Office Siren aux propositions de la maison Miu Miu en automne 2023. Dans une collection... Ah, ok. Miu Miu, c'est dans ces lore-là, un peu. Parce que je regarde un peu les fringues de Miu Miu. Je trouve que c'est un peu de la merde trop cher, en général. Qui mélange streetwear et rigidité des années 90. On retrouve les escarpins sandales devenus à la mode, avec le bout pointu et les petits talons aiguilles. On a les collants transparents, et certains sont colorés. Le mélange de vêtements et sous-vêtements rappelle Calvin Klein et Ralph Lauren dans les années 90. En fait, Miu Miu, j'ai l'impression que c'est un Zara, mais plus cher. J'ai vraiment l'impression que c'est je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils offrent de différent. C'est aussi ce qu'on retrouve à demi-mot chez les matières et la silhouette de l'Office Siren. Et puis, bien sûr, Miu Miu réintroduit des paires de lunettes Bayonetta. La même année, on retrouve aussi chez Gucci ou Carvent des réinterprétations du vêtement de bureau des années 90-2000. Même si les vêtements de créateurs n'ont sans aucun doute une... Après, les lunettes. Et maintenant, moi je pense que c'est un débat. J'ai envie d'avoir votre... je vais faire un sondage, vous allez comprendre mon sondage. Parce que je pense qu'on arrive à une étape de la mode où on doit se poser une question. Les lunettes. Vous êtes pour que ça se porte comme accessoire. Ça soit accessoire. Cringe de l'accessoiriser. Voilà, en gros, le débat, il y a juste 2 questions. Mais la question, c'est les lunettes, pour vous, l'objet même de la lunette. Maintenant, c'est rentré dans la mode. C'est un style à part entière, ça donne une personnalité. La question, c'est est-ce que vous trouvez ça cringe d'emporter alors qu'on n'a pas de problème de vue pour l'esthétique? Ou alors vous trouvez que maintenant, ça peut être un accessoire de mode, 1000%, et vous trouvez pas ça cringe que quelqu'un ait pas de problème de vue et puisse emporter? Pour moi, c'est comme les montres. Oui, genre, des fois, t'en mets une et tu regardes jamais l'heure dessus, mais tu regardes ton iPhone. Mais on parle bien des lunettes, pas de vue. Oui, mais dans le sens où, normalement, la lunette, tu la portes parce que t'as un problème de vue, tu vois. 100% accessoire sans problème. Cringe d'accessoiriser. Vous êtes quand même plusieurs à dire que c'est cringe, hein. Moi, je peux comprendre de se dire, mais à quoi bon s'encombrer d'un truc comme ça? Merci, Kalinda. Et en même temps, bon... Je suis moderne, je suis ouvert sur le monde. Si des gens... Je dis ça parce que des fois, ça m'arrive, hein. Attendez. Moi, j'ai pas de problème de vue. Enfin, jusqu'aux dernières nouvelles. Non, des fois, je mets celle-là. Hein. Je mets celle-là parce que ça donne une vibe. Je sais pas. Ça transforme un peu mon visage. J'aime bien.
Et à la base, c'est des lunettes. En fait, c'est des lunettes écran bleu. Ça veut dire que je pensais qu'elles avaient une utilité jusqu'à ce qu'on révèle qu'en fait, toutes ces lunettes écran bleu, elles servent à rien. Donc du coup, je suis en mode. Des fois, je les mets parce que je me dis ça va m'aider pour l'écran. Et en fait, pas du tout. Du coup, j'ai envie de les mettre pour le reste de la vidéo. Et du coup, c'est quoi le sondage? Ouais, voilà, 73%, vous êtes plutôt pour que ça soit un accessoire. Ok, vous êtes moderne, c'est bien. Grande influence sur le prêt-à-porter, on pourrait se faire la remarque que le vêtement de créateur reste assez niche. Cringe un peu, pardon. Il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui s'y intéressent ou qui y ont accès. Quand je dis avoir accès, ce n'est pas seulement pouvoir voir les défilés, puisqu'ils sont quasiment tous disponibles sur YouTube. Mais c'est aussi avoir le capital socio-culturel pour comprendre cette sphère artistique et économique. Et souvent, ce sont des connaissances qui sont détenues par les plus privilégiés de notre société. J'irai pas jusqu'à dire que l'Office Siren a une origine bourgeoise, parce que ça serait Ah si. oublier à la fois la place des célébrités, mais aussi la place des réseaux sociaux et des médias. Les Oui. célébrités se présentent comme des ambassadeurs de cet univers qui vient offrir le bon goût aux journalistes et aux consommateurs. Ah putain, ça fait longtemps que je l'avais pas vue, elle. Ambassadeurs de cet univers. Putain, qu'est-ce qu'elle devient? Et ils deviennent quoi, les acteurs de Game of Thrones? C'est une grande question, ça. Après, Jon Snow, là, ça va, il a fait d'autres films. J'en ai vu un où il jouait un homosexuel. Mais elle, je la vois plus faire grand-chose. Qui vient offrir le bon goût aux journalistes et aux consommateurs. Et le conglomérat social que représente TikTok s'est emparé de cette matière pour se créer soi-même une esthétique accessible à tous les utilisateurs. Voilà, ouais, l'outfit, bon. Donc même si l'embryon Office Siren est Les célébrités sont pas des bourgeoises. Dépend d'où elles viennent. Ça dépend. En vrai, moi, j'ai un peu cet avis-là. Je trouve que c'est comme les footballeurs, quoi. C'est des pauvres avec de la thune. Et puis oui. C'est compliqué, la bourgeoisie, en fait. Ça dépend aussi à quel point t'épouses ta position de transfuge et à quel point tu t'essayes pas de te battre un peu pour les gens avec qui t'as grandi. Genre, ça dépend. C'est vraiment des postures différentes. Genre, désolé, mais c'est pas la même chose. Quelqu'un qui se fait énormément de thunes et qui va juste devenir un fils de pute mondain dans des dîners de snob à parler de ses vacances et de sa dernière voiture qu'il a achetée. Et c'est pas pareil qu'un type qui se fait à peu près la même thune, mais qui va essayer de bosser avec ses potes, qui va essayer d'employer des gens que ça compte pour lui, et qui cherche pas spécialement à se faire une marge de... Enfin, je sais pas, il y a toujours des spécificités. Soyons un peu, genre... Tâchons complexifier, quoi. dans la sphère fermée de la haute couture, il s'est développé... Merci, Framboise de Milan. Pourquoi la Framboise de Milan? Ça me perturbe. Et a évolué au contact du reste de la société. Et ça, c'est moins récurrent que ça en a l'air. La majorité des propositions artistiques qu'on découvre tous les ans restent uniquement dans ce petit microcosme social. Oui. Tout ceci nous mène à notre question initiale. Pourquoi? Pourquoi parmi tant de créations à l'année, ce sont celles-ci qui ont été retenues parmi tant d'autres? Est-ce qu'elles répondent à un besoin? À une envie? Et comment se fait-il qu'on le retrouve dans différentes classes sociales, à travers tout l'Occident, mais également au-delà? Il existe plein de façons différentes de répondre à ces questions. Et avant de vous proposer mon interprétation personnelle, j'aimerais beaucoup avoir la vôtre. N'hésitez pas à mettre sur pause et de déjà écrire en commentaire ce que vous en pensez. De mon côté, je pense pouvoir trouver des réponses dans la science du power dressing. Carrément une science. Milan, la ville moufette. Non, pour moi, c'est pas possible. C'est une métaphore sexuelle sur Milan. Milan, il a tellement fait de dates à Montreuil qu'il y a forcément des gens, ils ont des pseudos en référence à lui. À mon sens, l'Office Siren est une manifestation de ce qu'on appelle le power dressing depuis les années 70. Remise en contexte, le XXe siècle s'est présenté comme un grand tournant pour les femmes occidentales dans le milieu du travail. En un siècle, elles ont acquis une certaine indépendance financière, le droit de faire le métier qu'elles veulent, et même d'atteindre des postes à haute fonction. Et que, à votre place, il y a une femme qui vous commande. Est-ce que vous vous sentiriez blessé? Non. Ouais, j'ai cru qu'elle allait dire oui. Bon, si elle fait son travail comme il faut, correctement, il n'y a aucune raison qu'on se sente blessé parce que c'est une femme qui vous commande. Alors évidemment, ça dépend des Le wokisme. pays. Cette réorganisation sociale n'a pas été uniforme, donc pour certains, ça commence dans les années 20 et d'autres dans les années 50. Aux États-Unis, ça prend de l'ampleur dans les années 60. En 1962, Ellen Gurley Brown publie Ça a mis du temps, hein.
Sex and the Single Girl, un ouvrage plutôt féministe qui incite les femmes à être sexuellement libres et indépendantes d'un mari. C'était un ovni pour son époque. Elle a grave raison. Amusez-vous. Car il encourage les relations sexuelles hors mariage, ce qui était complètement impensable et indécent pour la société américaine d'alors. Elle inspire Betty Friedan, qui publie l'année suivante The Feminine Mystique, qui incite d'autant plus les femmes à utiliser leur capital féminin à leur avantage. Eh oui. Bah oui, hein. Non mais ça c'est pour ça en fait. C'est plus complexe qu'avoir des théories fumeuses du type il faut détruire le genre, il faut supprimer le genre et tout. Non, tu vas pas retirer aux femmes un des seuls trucs avec lesquels elles peuvent jouer un petit peu quand même dans la société pour essayer de se faire des tales, qui est leur féminité, qui est quand même une arme redoutable. Genre, quand t'as un beau corps pour bien le mettre en valeur, tu peux faire bander des gars et que t'obtiens des postes comme ça, désolé, force à elles. Hein. Leur enlevez pas ça, il y en a certaines, elles ont que ça pour survivre. Vous voulez leur supprimer leur genre aussi? C'est bon, elles ont déjà conscience que ça peut être cringe sur certains aspects de sexualiser son corps. Elles savent doser, genre elles sont responsables. Quoi. Qu'elles puissent travailler pour elles-mêmes, pour leur profit personnel, pour une liberté financière totale. Oui, c'est ça, le côté girl boss agentivité, oui, force au bad bitch. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce féminisme libéral s'empare des États-Unis avant... Du coup, question sérieuse, ça entretient pas le patriarcat. Toi, quand tu penses que tu fais tes courses à Carrefour, est-ce que ça entretient pas le capitalisme de les faire à Carrefour et de pas aller directement, je sais pas moi, cueillir des navets pour te nourrir? C'est aussi simple que ça. Désolé, mais on est pris dans une matrice. Je veux dire, même si t'es une meuf qui se met en baggy, même si même si t'essayes de faire en sorte que ça se voit pas, t'es quand même ramené à ce que t'es, quoi. C'est que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce féminisme libéral s'empare des États-Unis. Puis même, des fois, il y a très souvent ce parcours de vie où tu vas, par exemple, avoir des meufs qui peuvent être un peu garçons manqués quand elles grandissent parce qu'elles ont du mal à avoir des armes pour se défendre ou pour rationaliser le fait que quand elles sont au collège ou au lycée, on leur court après et ça leur casse les couilles. Elles ont leur période garçon manqué. Et après, dans l'entrée dans la vie active, dans la compréhension de la place sociale qui est la leur, d'un coup, il peut y avoir un switch où elles comprennent à quel point elles peuvent en jouer de leur féminité. Et c'est plus la même meuf, quoi. Et ça y est, d'un coup, elle va s'habiller comme une petite meuf, elle va mettre la rupe ras la foufoune et tout. Enfin, elle va utiliser tout ça. Avant de s'étendre dans toute l'Europe de l'Ouest. Et ce sont les débuts de la working girl, de la femme indépendante et ambitieuse. Le vêtement power dressing vit de nombreux chamboulements. En 1967, Yves Saint Laurent propose le premier pantalon pour femmes, tandis que Giorgio Armani ajoute ses costumes iconiques au vestiaire féminin. Le power dressing se distingue par l'utilisation des épaulettes, qui élargissent la carrure, et celle des talons, qui viennent grandir la femme et accentuer ses courbes. S'inspirant du costume masculin tout en le féminisant, on utilise l'habit comme un objet de pouvoir, qui a vocation à impressionner et à se donner du crédit. Tu peux faire ça en mec aussi. Oui, c'est vrai. Moi, l'autre jour, j'ai été à la poste, et j'ai été servi par ce que je pense être vraiment un authentique travesti. Et j'étais un peu choqué. Parce que c'était un mec. Bah, du coup, je sais pas, je suis gêné de dire est-ce que c'est un mec ou pas, je sais pas. Mais bien chauve, bien calvitie, les Républicains, avec une mini-jupe et des talons hauts, et un petit tailleur. Et du coup, j'étais un peu perturbé, j'étais en mode, mais oui, genre, comment vous appelez genre, je ne sais pas. Et du coup, voilà. Mais du coup, je me suis dit, ah ok, Paris. Un peu fascinant, Paris, quand même. Saren, dans sa forme actuelle, et encore plus dans sa déclinaison au travail, revient à cette idée de s'habiller pour impressionner. Là encore, on prend l'habit professionnel masculin traditionnel. Eric Ciotti, oui, c'est ça, c'est un peu Eric Ciotti, mais en tailleur de secrétaire, quoi. Vous voulez savoir son lore? Bah oui, moi je suis grave curieuse quand je vois des anomalies dans le genre, des troubles dans le genre comme lui. À ton avis, c'est quoi la volonté d'avoir rendu les hétéros LGBT? Par exemple, Timothée Chalamet avec une robe. Oh là là, mais personne n'a rendu les hétéros LGBT, ils ont pas eu besoin de nous pour se rendre LGBT, pour se dire que c'est cool et qu'aller dans les soirées queer, il y a quand même plus d'ambiance que dans les soirées de merde au Macumba. Hein. Globalement, c'est un effet culturel, les LGBT ont pas forcément forcé pour que des hétéros veulent être queer. Hein. Dans leur habit. Bah, moi, de toute façon, je vais revenir à ma position simple et claire de queer, c'est que plus il y aura de ramifications de genre et d'expressions de genre, plus ça décloisonnera le patriarcat et son effet... j'ai oublié le mot.
son effet sur les esprits. Enfin, comment on dit? Sa coercition, son effet coercitif. Moi, je suis pour ça, je suis pour cette société-là, où s'il y a des mecs qui veulent être des mecs bien machos, enfin, en tout cas, en apparence et tout, ils peuvent. Il y a de la demande, il y a un marché. S'il y a des meufs qui veulent être full féminines, elles peuvent. Si elles veulent jouer de ça et tout. Mais, ça n'est plus la norme. Maintenant, genre un mec, il a plein de possibilités. Une meuf, elle a plein de possibilités. Voire même, il y a de la non-binarité, des trucs un peu, des cocktails un peu chelous, là. Ça donne des slaves avec des outfits incroyables. Moi, j'aime bien. Normaliser la fluidité. Voilà, c'est ça. Plus tu normalises la fluidité, plus tu désenclenches les mécanismes coercitifs du patriarcat. Voilà, c'est mon avis un peu. Après, ça suffit pas. C'est plus complexe que ça. Je veux dire... il y aurait forcément une féministe matérialiste pour me choper par le callback et me dire bah oui mais c'est qui fait la popote à la maison, c'est qui fait les gosses, c'est qui a le congé paternité ou maternité. Enfin tu sais, il y a aussi un aspect très concret. Je suis pas bête, je sais qu'il y a l'aspect politique, il y a l'aspect législatif, il y a plein de choses. Mais du point de vue culturel, c'est quand même une avancée de normaliser la fluidité. S'habiller pour impressionner. Là encore, on prend l'habit professionnel masculin traditionnel et on Merci Seigle Fumeux Fanakunt pour le sub. Merci beaucoup. le féminise. Et ça, selon certains, ça poserait problème. En 1998, la sociologue australienne Judy Washkman met en évidence l'existence d'un double standard. En effet, quand la femme travaille, elle doit avoir un vêtement à la fois professionnel et à la fois féminin. Et quand on dit féminin, c'est que ça doit être suffisamment pour pouvoir plaire, mais pas trop non plus pour ne pas se faire sexualiser. Il y a un difficile et... Moi, en fait, le problème que j'ai avec ces outfits... Est-ce que j'ai envie d'en... Ouais. Disons que j'aime bien, moi, les mini-jupes comme ça. Moi, ça m'irait très très bien. Mais le fait de passer sa journée à devoir forcément croiser les jambes et écraser mon sexe, c'est un peu chiant. équilibre entre les deux. La sociologue souligne que même si la femme s'efforce de ne pas être sexy, il y a de grandes chances pour qu'elle soit malgré tout sexualisée par ses pairs. Comme en témoigne pour notre sujet le cliché pornographique de la secrétaire sexy. Mais l'Office Siren fait fi de ce cliché et s'en réapproprie les codes. On peut même y percevoir une forme d'empouvoirment dans le fait d'embrasser cet archétype féminin. Cependant, je ne pense pas qu'on puisse observer l'Office Siren qu'à travers la place de la femme dans le monde du travail. Surtout dans la mesure où ce n'est pas un mouvement esthétique généralisé. Il reste un mouvement de niche, à raison que ce soit... Oui, et c'est oublié par beaucoup de gauchistes qui tapent sur les hommes à vernis alors que c'est un bon signe de victoire. Moi, je trouve que c'est un bon signe de victoire. Mais il faut pas s'en contenter, quoi. Puis c'est là où on tape, c'est sur l'angle un peu profème, qui est un angle mort intéressant quand même, genre. Oui. Dans la mesure où ce n'est pas un mouvement esthétique généralisé. Il reste un mouvement de niche, à raison que ce soit une Ouais, bon, là, c'est pas Office Siren, là, quand même. Là, c'est le pipe show de Pigalle, là. esthétique TikTok. Ce vêtement n'a pas un usage seulement décoratif. Il s'accompagne bien souvent soit d'une Ah, j'aime bien ça. volonté de romantiser le travail, pour que cette besogne paraisse moins contraignante, soit d'une volonté de faire une bonne performance au bureau, en l'utilisant Ah, j'aime bien ça aussi. comme du power dressing. Ah, en vrai, je suis convaincu, hein, c'est élégant. Principalement porté par la Gen Z en études supérieures ou sur le point d'entrer dans la vie active, il peut ainsi s'accompagner d'un discours incitant à l'accomplissement personnel par le travail. Ces éléments On notera que cette mode va mieux à celles qui font du 34. Ouais, bah après, comme toutes les modes, les mannequins font du 34, quoi, mais oui. peuvent évoquer un autre mouvement socioculturel que vous connaissez sûrement déjà sans même le savoir. Youpies. Ok. En 1991, l'auteur Bret Easton Ellis publie American Psycho, qui bénéficiera plus tard d'une adaptation cinématographique assez célèbre. On suit le personnage de Patrick Bateman, un homme Oh la teuté. narcissique, obsédé par l'argent et surtout par son apparence. Il y a des chapitres entiers qui sont dédiés à la description de sa routine beauté pour exacerber ce côté monomaniaque. Ses obsessions le mènent inévitablement à être un peu déséquilibré, au point de désirer tuer des gens parce qu'ils ont une plus belle carte de visite que lui, par Ok. exemple. Bon, Putain, mais je l'ai jamais vu, moi, American Psycho. aujourd'hui sur internet, Patrick Bateman est surtout associé au mouvement incel et à la figure du mâle Sigma. Mais à l'origine, lorsque Bret Easton C'est le pire contre son camp. Ellis écrivait ce livre, c'était dans le but de critiquer une certaine catégorie de personnes C'est quand même un contre son camp de dire que ce gars est un Tchad. Alors que globalement, il avait une routine beauté encore pire que les influenceuses. Et qu'il a juste le seum parce que les gens ont des cartes de visite plus belles, genre.
lorsque Bret Easton Ellis Il est incroyable ce film, putain, mais j'ai tellement de films à regarder. Bah oui, bah je vais le noter sur ma liste. Attendez, faut pas que j'oublie. Faut regarder. Où est mon crayon en fait? Bah, je vais le noter. Il est nul ce film. Bah il y a quelqu'un qui me dit il est nul. Bah je sais pas quoi dire. Bah non, mais je vais le noter. Je vais me faire un avis quoi. Faire ça. Hein, jamais vu non plus. Ah, on est deux. écrivait ce livre, c'était dans le but de critiquer une certaine catégorie de personnes. Pourquoi t'as pas des chignons, crayons, moufettes? Moi, ça m'irait bien. Regardez. Immédiatement. En fait, vous aimez ça. C'est parce que vous êtes trop habitué au content crone. C'est-à-dire, si je fais ça, là, d'un coup, ça va m'appeler momie. Ça va m'envoyer des DM pour que je les fouette. Voilà. Le problème, moi, c'est que je sais pas, je fais de la dysphorie. En fait, j'aime bien quand il y a au moins une mèche. Quand il y a des mèches qui viennent habiller un peu le visage, quand même. Ça, là. Au moins, au minimum. Et faire un chignon qui. Quoi. Je sais pas. Je préfère. Mais après, ma coupe de cheveux, faut que je l'aime bien. C'est mon identité. Genre, ma coupe de cheveux de grand-mère, là. J'aime bien. Hein. De grand-mère, j'abuse. Hein. Les yuppies. Le yuppie désigne une catégorie socio-professionnelle états-unienne des années 80. Il s'agissait de jeunes hommes et jeunes femmes qui avaient la volonté d'atteindre des postes très haut placés et de devenir riches. Le mot yuppie signifie Young Urban Professional, soit en français jeune urbain professionnel. En France aujourd'hui, c'est l'équivalent de notre jeune cadre dynamique. T'es trop stylé aux Awasho, merci. Mais oui, mais après, le problème en fait des chignons, c'est que c'est très joli. Mais après, quand vient le moment de passer un moment tendre au lit avec son partenaire, et que d'un coup, on enlève son chignon et on fait ça avec ses cheveux. C'est pas comme dans la pub Schwarzkopf où d'un coup on a une belle coiffure veloutée. Globalement, tes cheveux, ils sont comme as. Ils sont comme ça. Limite c'est un asset 3D pour faire la savane quoi. Le problème c'est ça les chignons quoi. C'est pas hot du tout hein. Tu passes de employé de bureau à folle du bus très vite. Donc c'est bon. Le mot yuppie signifie Young Urban Professional, soit en français jeune urbain professionnel. Je savais pas, je connaissais pas Youpi. En France aujourd'hui, c'est l'équivalent de notre jeune cadre dynamique ou de nos auto-entrepreneurs. Salut à toi, jeune entrepreneur. D'ailleurs, on a des sous-genres. Par exemple, on a les Buppies, qui signifie Black Urban Professional, qui Ok, précis. concerne les personnes noires. On a le Guppy. Et après, non, ça c'est hyper intéressant en vrai parce que ça permet de donner un terme pour parler d'une réalité qui est, je pense, une réalité dont on parle pas assez souvent, qui est le fait que il y a la blanchité, il y a le passing blanc, et il y a les artefacts et les accessoires et les manières de montrer son corps quand on est un mec noir, notamment, et qu'on n'a pas envie tu sais, qu'on a envie d'être tranquille dans l'espace public et qu'on a envie de se distinguer pour être tranquille, pour échapper aussi à du racisme, pour rentrer dans je sais pas. Dans une manière de représenter son corps différent. Et très souvent, il va y avoir les contours bien dessinés, pas non plus trop sophistiqués, les petites lunettes, la petite chemise bien boutonnée, on la boutonne assez haut, on n'ouvre pas trop le col, enfin, il y a plein de trucs comme ça assez précis. Yuppie pour la personne gay, le Huppie pour l'hispanique, Salut Daimon. et même le Puppy pour les femmes enceintes. O.J. Simpson a full joué sur ça, ouais, très précis. Le Guppy pour la personne gay, le Huppie pour l'hispanique, et même le Puppy pour les femmes enceintes. Bref, si vous pensiez que les micro-labels c'était spécifique à TikTok, c'est que vous avez sous-estimé la presse new-yorkaise du XXe siècle. Le Yuppie a un mode de vie urbain très dynamique, avec des dîners d'affaires, du sport en club, des soirées mondaines et une mentalité très ambitieuse et cynique. Le puppy, bien sûr, oui, le dernier des employés de bureau, le puppy, oui. C'est sur l'argent. La culture du corps y est très importante, d'où la grande présence. Après, combien il y a de puppies qui rêveraient d'être des puppies dans un espace de coworking? Oh non, je veux pas rentrer dans vos fantasmes. Hein.
et cynique, axée sur l'argent. La culture du corps y est très importante, d'où la grande présence de sport, de régime et de barbes strictement taillées. Le yuppie suit le credo de son époque qui disait « Habillez-vous pour le job que vous voulez, pas pour celui que vous avez ». En ceci, il s'inscrit dans le courant du power dressing. Alors évidemment, Patrick Bateman est une version caricaturale, exacerbée et satirique du yuppie. Mais quand on observe les articles de journalistes ou les livres humoristiques sur le sujet, on a l'impression de ne pas être si loin du compte. Dress to impress. I'm dressed to excess. Dans le Yuppie Handbook, l'auteur propose les 10 commandements du yuppie. Le premier Oh, étant « Tu n'auras pas d'autre Dieu que toi-même ». pas d'autre Dieu que toi-même. Après, c'est écrit dans une espèce de anglais bizarre, là, je comprends pas. Tu vas... Attends, mais j'arrive pas à lire. Thou shalt always speak the name of the wine merchant and the name of the cleaning person with reverence. Ah, tu parleras toujours de celui qui nettoie et de celui qui vend du vin de manière respectueuse. Genre en mode oh, la secrétaire, enfin la femme de ménage vient de passer. Je lui ai dit bonjour et tout. Les 10 commandements, ils sont fous. Oui, je suis trop curieuse. Tu dois te souvenir d'avoir un brunch le dimanche. Ça, c'est vrai. L'honneur de l'investissement bancaire et du real estate agent. Je sais pas traduire. Il y a ça dans la série Mad Men. Oui, oui. Tu ne dois pas tuer des baleines ou des bébés phoques. Tu ne dois pas baiser avec ton boss. Tu ne dois pas voler. Ton avocat est un pro pour le faire. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de voler, parce que ton avocat vole mieux que toi. Tu ne dois pas porter de fausses choses. Pas de polyester et de vinyle. Ah, ça, je suis d'accord en vrai. Mais moi, c'est un truc que je dis même pour nous, hein, même les gauchistes au RSA. Hein. Y a moyen de se démerder pour pas porter du nylon et du vinyle, en vrai. Quand même. Après, ça peut être un style, hein. Thou shall not covet the neighbor Susan exposure. J'ai pas compris ça. Ou alors, tu ne voleras pas, ton avocat le fera pour toi. La mentalité y est cynique. Ce livre met aussi en avant la distinction entre préppy et yuppie, ce qui me paraît assez intéressant. On l'a déjà évoqué plusieurs fois sur la chaîne, la dualité entre les anciens riches et les nouveaux riches est une constance. La personne préppy, elle est issue d'une famille historiquement riche et bourgeoise, alors que le yuppie, il vient de la classe moyenne ou encore inférieure, et il va chercher à s'élever socio-économiquement. Oui. Pour ce faire, il s'appuie sur le mythe états-unien de la Ne pas tuer les bébés phoques, c'est-à-dire ne pas frapper les faibles qui bougent ton chemin, tu te rends compte, c'est quand même un délire de connard psychopathe. Je crois pas que c'est ça, hein, je crois. Success Story. Elle se fonde sur une méritocratie basée sur l'idée qu'un taux de travail élevé dans certains domaines mériterait de très grandes rentrées d'argent et l'accès à certains privilèges sociaux. Alors, maintenant, quel est le lien avec... Regardez Succession. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur remède à des gens qui pensent comme ça que de voir Succession. Hein. Il va finir par être le cireur de pompe, là. Comment il s'appelle le personnage, le petit con? Le comic relief de la série, là. Il va finir comme ce gars, quoi. Avec nos offices Siren. Évidemment, je n'insinue pas que les personnes qui portent ce style... Moi, je pense que il y a besoin de plus de même Tintin N+1, quoi. Je pense que faut sortir les gens de cet imaginaire. Hein. Non. Quel est le lien avec nos offices Siren? Évidemment, je n'insinue pas que les personnes qui portent ce style sont de futurs Patrick Bateman. En revanche, je pense... Oui, Greg, c'est ça, Greg dans Succession, pardon. Qu'on peut construire un parallèle entre ces deux mouvements. L'archétype de l'office Siren se porte dans... Oh, les Siren Boys. Oh, là, en vrai, là, je suis motivé. Moi, je trouve ça... Oh! Et ça rend bien de fou, hein. Dans un travail de bureau. Moi, j'aime bien, hein. Ce n'est clairement pas un style vestimentaire pour un col bleu. Donc déjà, à la base, il est forcément, dans ces styles un peu office siren, c'est forcément pour les garçons que ça va être le plus créatif, je trouve. Dans un travail de bureau. C'est là où tu peux marier des coupes inhabituelles et tout. C'est trop beau, oui. Ce n'est clairement pas un style vestimentaire pour un... Mais voilà, en fait, c'est ça qui me casse les couilles avec les mecs. C'est que maintenant, ils ont un cheat code. C'est vu que la mode s'est jamais intéressée à fournir des coupes un peu spéciales. Ils ont juste besoin de mettre une putain de chemise et un pantalon designer un peu travaillé. Et ça y est, ils sont trop beaux. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Ça m'énerve. Alors que nous, on est des meufs, il y a 30 000 styles. Même si t'as un style un peu complexe,
On va dire, c'est une petite meuf avec un style un peu complexe. On s'en bat les couilles. Alors que les mecs, il suffit qu'ils mettent des pantalons taille haute, des chemises à la Cassandre, et ça y est, c'est des princes. Ça y est, c'est eux qui ont un cheat code maintenant. Ça m'énerve. Col bleu. Donc déjà, à la base, il y a une distinction de classe sociale à faire. Il n'y a que les cols blancs qui peuvent porter ça dans leur quotidien. En suivant l'idée du power dressing, ce style vestimentaire montrerait un sérieux et une rigueur ostentatoire par le vêtement, qui donnerait plus de crédit à celui qui le porte. De plus, on peut ajouter la figure de la girl boss. Très capitaliste comme l'or quand même. Après, mon ref, Foucault s'habillait comme ça. Qui donnerait plus de crédit à celui qui le porte. De plus, on peut ajouter la figure de la girl boss, un autre mouvement récent qui est clairement un copier-coller de la working girl du siècle précédent. La girl boss se base également sur l'idée de la méritocratie, et du fait d'être une femme indépendante, qui travaille beaucoup et qui s'élève socio-économiquement. L'Office Siren se présente pour la Gen Z comme l'un des moyens possibles d'employer le power dressing, pour pouvoir s'élever dans la sphère sociale et professionnelle. Ben oui, et c'est pour ça que vous avez beau dire méta-capitaliste et tout ça, moi je trouve que c'est plus précis, parce qu'en fait quand ça part de TikTok, des trends comme ça, et que des fois le public qui met en valeur ça, c'est certainement pas le public acquis le plus au capitalisme, c'est des gens qui ont... c'est des zoomers avec des problèmes de taf, qui croient pas aux études, mais qui s'intéressent en fait qui ont un intérêt pour se demander quels sont les outils à travers le costume, à travers l'apparence, pour essayer de step up dans cette société. Moi, je trouve ça malin. Je trouve que c'est conscient de son environnement. S'habiller, c'est trop intéressant, oui. Elle cherche à marquer toujours plus une distinction sociale entre la personne sérieuse et ambitieuse qui travaille en bureau et les personnes qui ne le sont pas. La génération Z a besoin de ce genre d'archétype. Aussi parce que c'est une génération qui... Après, s'habiller, c'est trop intéressant. J'ai envie de dire que c'est un plaisir et un intérêt que t'as dans tes meilleures années. Je veux dire, là où il faut pas être d'élu, c'est que bon, quand t'es mal dans ton corps et que t'as du mal à le mettre en valeur, tout ça, c'est pas un imaginaire où tu vas prendre du plaisir forcément. Voilà quoi. Mais après, force, hein, quand vous êtes dans vos meilleures années, profitez-en pour essayer de trouver votre style, faire des trucs et tout. Sont pas. La génération Z a besoin de ce genre d'archétype. Aussi parce que c'est une génération qui entre sur le marché du travail, ce qui apporte son lot de bousculements, comme l'a très bien démontré la vidéo de Sabine sur le sujet. La Gen Z, en effet, serait plus à cheval sur le code du travail et moins tolérante sur les micro-exploitations des entreprises. Oui. Ils sont malades, ils prennent leurs arrêts maladie. Mais non. Donc, être de la génération Z et s'habiller de manière aussi professionnelle, c'est aussi une manière de se démarquer de sa propre génération. Et pour moi, c'est à la fois un hacking social et c'est à la fois une manière de se démarquer, ça dépend. De manifester son ambition. On pourrait faire la remarque que ça concerne que les Office Siren qui portent ça au travail. Je suis désolé, il y a aussi une esthétique hyper pop à l'Office Siren, quoi. Enfin, je veux dire, des fois, quand je vois des clips de Charlie XQC, pour moi, c'est Charlie XQC. Fatigué, hein. Charlie, je sais plus quoi. Mais les Office Siren dites It Girl ont aussi leur importance dans cet engrenage. En effet, elles contribuent à créer l'archétype médiatique, qui vient à la fois créer un imaginaire commun, mais aussi se présenter comme une potentielle source d'inspiration pour la vie de travail. Ça, c'est bien les petits outfits comme ça, c'est simple à mettre. En fait, il pleut à Lille. Je m'apprends rien. Logiquement parlant, ce n'est pas possible de porter un vêtement sans son lot de significations. Les TikTok qui mettent en scène le personnage de l'Office Siren à la plage en sont un bon exemple. C'est trop drôle. En reprenant ces vêtements qui ont cette signification, on tourne en dérision les codes pour marquer un désir de se déconnecter, de partir en vacances, ou bien d'exprimer un refus de la performance. Tout ça pour dire qu'il faut rester à l'écoute de ce que signifie un vêtement dans la sphère professionnelle et dans la sphère sociale. Évidemment, ces réflexions ne sont pas là pour juger les personnes qui en portent. Seulement, ça me paraît important de remettre régulièrement en perspective ces sujets, parce qu'ils en disent long, très long, sur notre société. Oui, ça m'a donné envie d'être une belle Office Siren. C'est tout pour aujourd'hui. Franchement, moi je concède. Hein. Désormais une page Tipeee. Après, j'aimerais pas m'habiller comme ça tous les jours. Mais un petit outfit ou deux, là. Donc si vous voulez et que vous pouvez me soutenir dans mon travail, ça me permettra de ne pas prendre de job étudiant pour cette année et d'investir dans du contenu toujours plus ambitieux. La sirène du Zawa Office. Bah oui, c'est un peu un plaisir. Moi, j'ai jamais eu de boulot de bureau. J'ai le plaisir d'arriver au bureau en sirène un peu. Super vidéo. Oui, intéressant. Après, au niveau de la ouais, bon, bref. Au niveau de la conclusion, ça pourrait être plus riche.
Et une petite merde de streameuse qui fait du React, donc je vais fermer ma gueule aussi. J'ai qu'à faire du contenu